Je suis né pour défendre Duras. Mais j'ai fini par donner l'heure et sonner la messe. 2 grands chefs de guerre ont osé franchir mes portes. Le premier qui franchira ces murailles recevra 5 francs or. Un pendu impressionne plus que 100 morts. Voici mon histoire. Bonjour à tous, me revoilà à Duras. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà tout du château de Duras, ses secrets, son histoire et ceux de ses séditieux propriétaires. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le lien qui s'affiche. Cette fois, je vous propose de découvrir un autre vestige de cette cité médiévale, la tour de l'horloge que vous voyez juste derrière moi. L'occasion de partir à l'assaut de 2 sièges qui ont marqué Duras, avec comme protagonistes le chevalier Bertrand du Guesclin et le boucher du roi, Blaise de Montluc. Ça promet, n'est-ce pas? Allez, suivez-moi, on part au début de la guerre de 100 ans. On est en juillet 1377. Duras et sa région, la Guyenne, est en territoire anglais. L'armée de Louis Ier d'Anjou, fils du roi Jean le Bon, accompagné du redoutable Bertrand du Guesclin, arrive devant les portes de Duras. Pour motiver ses hommes, le prince Louis ordonne. Le premier qui franchira ces murailles recevra 5 francs or. Galvanisés par cette promesse, les troupes chargent en direction des remparts. Les soldats du prince réussirent à pénétrer sans trop de difficultés. Mais une fois à l'intérieur, Ils ne trouvèrent personne, si ce n'est des cadavres. Aucun habitant, aucune résistance. Étrange? Pas vraiment. Les habitants s'étaient retranchés derrière les murs du château. pour comprendre, revenons sur le principe défensif d'un château fort. Même remanié au XVIIe siècle, Duras garde intacte son âme médiévale. En cas de siège, les habitants se réfugiaient dans la basse-cour qui se trouvait ici à Duras. Elle était protégée par un premier mur d'enceinte. Là étaient stockés les vivres, le bétail et les réserves. Femmes, enfants et artisans s'y abritaient sous la garde des soldats. Si l'ennemi franchissait la première enceinte, on se retranchait dans la haute cour, cœur de la défense, sous la garde des chevaliers du seigneur. Et si la haute cour cédait, le donjon devenait le dernier bastion, le dernier refuge pour tous. S'approcher du château, c'était déjà un exploit. Le premier obstacle, c'était la tour d'enceinte. Lors d'un siège, cette tour servait de poste d'observation à bloquer et éliminer un maximum d'ennemis. Les machicoulis permettaient d'attaquer l'assaillant à l'endroit le plus critique, juste au pied de la tour, là où il tentait de s'abriter pour poser une échelle, creuser ou incendier la base. Depuis ces ouvertures, on pouvait laisser tomber pierres, sable, liquide chaud ou simplement viser verticalement tout en restant hors d'atteinte. On trouvait aussi des archères canonnières. Leur forme élargie permettait d'utiliser les premières armes à feu. Arquebuse, petit canon portatif, appelé aussi canonnière. Un angle étroit pour viser, mais presque aucun pour riposter. Le tireur voyait, tirait, sans être trop à découvert. Et puis, il y avait la masse de la tour elle-même, des murs épais faits pour encaisser les projectiles et épuiser un assaut. Approcher, c'était déjà prendre un risque. Attendre la porte, un exploit. Face à ça, entrer dans Duras n'était pas chose facile. Et pourtant, certains ont essayé. Assez parlé de défense. Voyons comment on a cherché à briser la résistance des seigneurs de Duras et de ses habitants. Le duc d'Anjou ordonne de dresser toutes les machines de guerre à disposition autour du château et d'en construire de nouvelles. Mais le seigneur de Duras, voyant la Guyenne échapper aux Anglais, préféra se rendre. Mais au fait, pourquoi le seigneur de Duras, vassal du roi de France, s'est-il dressé contre son propre suzerain? Les Durfort Duras ont certes prêté allégeance au roi de France, mais leur château se trouvait en Aquitaine, domaine du roi d'Angleterre depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et Henri de Plantagenet en 1152. Les seigneurs de Duras vont alterner les hommages. En 1338, Aymeric de Durfort va prêter allégeance au prince de Galles, avant de revenir 2 ans plus tard au roi de France. Durant la guerre de 100 ans, les seigneurs gascons comme ceux de Duras jouaient de leurs alliances. Ils alternaient entre l'Angleterre et la France pour garantir la survie et la prospérité de leur fief. « 1562, début des guerres de religion.
les seigneurs de Duras se retrouvent une nouvelle fois en opposition avec les rois de France. Nommé par Catherine de Médicis, Blaise de Montluc, surnommé le boucher du roi, est chargé d'écraser la révolte protestante dans le sud-est. Accompagné de 2 bourreaux, il fit procéder à de nombreuses pendaisons pour semer la terreur parmi les Huguenots. Un pendu impressionne plus que 100 morts. En face, Symphorien de Durfort, seigneur de Duras, rivalisait lui aussi de cruauté au service de sa cause. Lorsque le boucher du roi parvint à franchir la porte d'enceinte, il trouva le château désert. Les Durfort et leurs protégés, Jeanne d'Albret, grand chef protestante et mère du futur Henri IV, s'étaient enfuis par des souterrains. Aujourd'hui, leurs entrées ont disparu, mais elles sont toujours là, sous nos pieds. En 1685, cette tour de garde change de vocation. Elle devient un clocher catholique. Pourquoi? Regardez bien le village. Il lui manque un élément que l'on retrouve partout en France. Une église. Duras est restée une ville protestante pendant près d'un siècle. Ce n'était pas une église derrière moi, mais un temple. Et selon la Réforme, il n'y a pas de clocher. Quand Duras redevient catholique, il a fallu un clocher. La tour de garde, déjà solidement ancrée, fut naturellement choisie pour porter les cloches. Et voilà comment la tour de Duras, née pour défendre la cité, s'est muée en clocher pour réunir les fidèles. Si ce voyage vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une plongée dans l'histoire.